Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur à la stalle, Thierry #Henry, épisode donc 177. Aujourd'hui donc je vais te parler avec mon invité donc de gestion en compte du temps, de procrastination, d'organisation, de comment mieux s'organiser. On est toujours en début d'année, donc on va donc te donner plein de conseils pour t'aider à mieux gérer ton temps, à éviter donc de procrastiner et à devenir une meilleure personne en regagnant du temps. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE. Donc system.io/THE. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai comme invité donc Claire Vitou du podcast donc Bad Procrastination. Si tu n'as pas regardé, enfin écouté plutôt, donc je te conseille d'aller écouter. Je te mettrai le lien dans le résumé de l'épisode pour que tu puisses aller donc prendre plus d'informations. Donc elle a créé son podcast il y a 1 an et donc il y a vraiment plein de contenus très intéressants qui vont donc j'en suis sûr t'aider. Elle est donc coach en organisation et en gestion du temps. Et puis là c'est une chose qui est pas très long comparé à ce qu'on fait habituellement, mais donc assez direct on va dire sur les points qu'il faut et plein de petits conseils. Donc avant ça je remercie donc tous ceux qui ont commenté, partagé donc le contenu dernièrement. Comme j'ai dit dans l'épisode, j'ai une personne aussi qui est venue donc me contacter sur LinkedIn, très content. Donc ceux qui envoient des mails, ceux qui commentent, donc je précise commenter sur iTunes et Spotify, ça aide toujours, c'est toujours bien. Et puis n'hésitez pas à me renvoyer un mail, me dire quel type d'épisode vous voulez, quel type d'invité vous voulez et toutes ces bonnes choses. Donc je te dis à tout de suite avec donc Claire Vitou. Salut Claire, comment vas-tu ? Salut Thierry, écoute ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Avec grand plaisir, je pense que tu vas aider beaucoup de notre audience, ceux qui ont du mal à s'organiser, je pense qu'on est beaucoup. Donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va partir donc sur le sujet qui est donc comment mieux s'organiser et comment donc gagner du temps dans sa vie pour faire plein de choses. Ouais, merci beaucoup. Je m'appelle donc Claire Vitou, je suis coach en organisation et en productivité et j'accompagne plus particulièrement les entrepreneurs, donc les solopreneurs et les freelances, à mieux s'organiser pour leur permettre de porter les différentes casquettes de l'entrepreneuriat, puisque quand on est entrepreneur, on est à la fois CEO, comptable, commercial, etc. Donc on a besoin d'un petit peu d'organisation pour pouvoir porter ces différentes casquettes et puis pour pouvoir du coup développer son activité sereinement et pas se sentir complètement débordé par son business. D'accord, donc toi, comme tu parles de ça, tu viens d'où te viennent ces compétences-là ? Est-ce que toi-même je sais que tu t'es mis à ton compte il y a pas trop longtemps, quelques années, mais tu faisais quoi avant ? Comment ça se fait que ces compétences de discipline, d'organisation sont venues à toi ? En fait, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. J'ai été entrepreneur en parallèle de mon job pendant 1 an. D'un job salarié pendant 1 an avant de me lancer à plein temps. Et en fait, quand j'étais salariée, j'étais consultante et j'étais consultante sur des sujets de transformation et d'innovation dans les entreprises. Donc c'est un peu nébuleux comme ça veut pas dire grand-chose très concrètement, mais globalement, concrètement, j'accompagnais des équipes du coup à modifier leur organisation, leur manière de travailler pour répondre aux besoins de l'entreprise et puis aussi pour avoir une meilleure qualité de vie au travail. Et donc en fait tous ces éléments que j'ai pu sur lesquels j'ai pu travailler avec les clients à l'époque dans mon job salarié, je peux les réutiliser dans mon travail actuel d'entrepreneur et de coach en organisation. Et puis évidemment j'étais chef de projet, donc qui dit chef de projet dit il fallait que je planifie, que je gère des réunions, que je gère des mails, des choses, plein de trucs à gérer, beaucoup de planification. Et du coup c'est des compétences que je réinjecte évidemment dans mon expérience d'entrepreneur au quotidien. Ok, bon on fait coucou à ton chat parce que c'est Ouais. pas pour une fois, c'est pas mes enfants qu'on entend, ils sont pas là, je viens de les envoyer à l'école, enfin entre parenthèses. Et donc là c'est ton chat. Donc ça va, c'est pas gênant. Donc parfait. Donc tu vas nous aider l'audience à mieux s'organiser. Donc
concrètement, quand on parle d'organisation, c'est quoi? C'est le planning, c'est gestion de son temps, se lever tôt. Qu'est-ce qu'on entend précisément par comment mieux s'organiser? Pour moi, c'est un peu tout ça. En fait, pour moi, l'organisation, c'est un cadre un petit peu global qu'on se met. Donc, ça inclut à la fois la partie, on va dire, gestion des tâches, donc ce qu'on fait au quotidien, les actions qu'on veut mettre en place, les projets qu'on veut faire avancer. Et puis aussi, évidemment, gestion du temps, priorisation. En fait, c'est un ensemble de plein de choses. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, l'organisation et la gestion du temps, pour moi, ça va de pair. On peut difficilement faire l'un sans l'autre. Ouais. Puisque typiquement, on peut difficilement gérer son temps sans avoir, par exemple, de priorités. Et pour avoir des priorités, il faut être un peu clair avec ses objectifs et où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, tout ça, c'est de l'organisation. Donc, pour moi, c'est vraiment un ensemble de plein de choses qui créent, en fait, un système, qui crée un cadre, qui permet, du coup, d'être clair avec ses priorités, de savoir ce qu'on a à faire au quotidien. Et du coup, après, d'enclencher les actions très concrètes pour avancer sur les sujets qu'on a envie de faire avancer. Toi qui gères donc depuis, enfin qui coach depuis 4-5 ans, c'est quoi quand les gens viennent, même si chacun est différent, les traits communs? Qu'est-ce qui sont les erreurs communes que tu vois en général? Les erreurs communes, généralement, c'est justement, c'est ce que je te disais au début, moi, mon job, c'est d'aider les gens et les entrepreneurs en particulier à jongler entre leurs différentes casquettes. Et en fait, les erreurs les plus communes que je vois, c'est du coup, généralement, on n'a pas conscience, quand on est entrepreneur, des différentes casquettes qu'on a à porter. Et donc, on a tendance à ce que j'appelle slacker. Donc en fait, tu passes d'une tâche à l'autre, tu passes d'un truc à l'autre sans forcément finir ce que tu fais, sans forcément avoir des vrais objectifs sur chacune de tes casquettes. Et du coup, ça fait que tu vas pouvoir t'engager à fond dans l'opérationnel, mais du coup négliger un peu la partie stratégique ou la partie commerciale quand t'es entrepreneur, ou alors l'inverse, être à fond sur la partie stratégique et commerciale et être un peu moins dans l'opérationnel. Sauf que quand t'es tout seul sur ton business, t'as besoin de faire un peu tout. Donc ça, c'est la première erreur. Et puis le trait que je retrouve chez tous mes coachés, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, c'est la partie procrastination et gestion du temps. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir sur ces sujets-là en fait, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à avancer, pourtant je suis motivée, je comprends pas. Et donc du coup, c'est des sujets qu'on traite et qui vont un peu au-delà de l'organisation, puisque en fait la procrastination, on a besoin d'organisation pour réussir à la surmonter, mais c'est pas le seul outil qu'on peut utiliser. Et du coup, ça, c'est des sujets qu'on traite, et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire du coaching et pas seulement de la formation. Parce qu'en fait, il y a plein de dimensions vraiment personnelles et qui dépendent de notre caractère, notre manière de penser, notre expérience, etc. Et qui sont hyper importants à prendre en compte quand on s'organise. Je suis sûre que si on comparait nos organisations respectives, toi et moi, on aurait des différences parce qu'en fait, il n'y a pas de recette magique et universelle pour s'organiser correctement et pour atteindre ses objectifs. Il faut aussi prendre en compte son environnement, sa vie, ses objectifs, la vision qu'on a, on va dire, à moyen long terme, etc. Et évidemment, tout ça, c'est autant d'ingrédients qu'il faut inclure dans la recette pour réussir à trouver son organisation idéale, c'est-à-dire l'organisation qui permet d'être serein, qui permet de développer son business de manière régulière, et tout ça sans avoir le stress permanent d'avoir l'impression d'être sous l'eau, quoi. Donc c'est toujours un peu du sur-mesure, on va dire, par rapport à ce que tu dis. Complètement. Mais tu m'as quand même mis en tête deux questions, parce que comme j'interviewe moi beaucoup donc d'entrepreneurs, que ce soit petits et gros. Et donc par rapport à ce que tu me disais, il y a deux choses qui me disent, donc moi j'essaie de régler les choses, donc tu disais qu'on fait un peu de tout. Donc est-ce que dans ces cas-là, il faudrait deux choses, savoir dire non. Donc est-ce que ça aide le problème de procrastination et donc de gestion du temps, donc savoir dire non, donc savoir et aussi donc de te dire peut-être de se faire aider, parce que par exemple il y a des gens que je rencontre des fois qui veulent tout faire à la comptable. En fin de compte, est-ce que simplement, même si on est solopreneur ou semi-solopreneur, de prendre une assistante ou un assistant et donc de donner donc la partie compta au comptable et de trouver chaque partie qu'on peut donner qu'on n'aime pas faire, la déléguer et nous faire ce qu'on sait faire le maximum. Est-ce que ce serait pas une solution déjà ça? Complètement, t'as raison sur les deux points, à la fois sur le côté savoir dire non, parce qu'en fait, y a un moment, il faut aussi savoir connaître ses limites et savoir les faire respecter, donc les faire respecter par soi, enfin les respecter soi-même et aussi les faire respecter par les autres. Et puis t'as complètement raison sur le côté délégation, c'est clairement un levier pour gagner du temps, pour éviter justement de jongler avec trop de casquettes.
Mais comme tout, en fait, dans un business, la délégation, ça se prépare et ça demande d'être organisé. Et en fait, on n'invente pas une délégation du jour au lendemain. Ça demande un petit peu de structure. Et je pense qu'il faut justement, dès le début d'un business, presque, commencer à structurer son organisation en ayant en tête potentiellement le coup d'après. C'est-à-dire, potentiellement, je vais avoir besoin de déléguer tout ou partie de mes activités. Et du coup, ça veut dire créer des process, ça veut dire créer des ressources, ça veut dire pouvoir en fait manager facilement les process qu'on va déléguer. Donc on parle de la compta, ça veut dire pouvoir structurer les choses de telle sorte que quelqu'un qui est extérieur à notre entreprise puisse comprendre la manière dont c'est structuré, dont c'est organisé et dont ça Là, fonctionne. tu parles un peu de ce qu'on appelle les SOP, c'est ça? C'est-à-dire Oui, je me trompe du terme. C'est le quand en fait quand tu mets en place des plein de process que tu mets en vidéo. Parce que même moi, c'est ce que j'ai eu l'année dernière. J'ai fait rentrer du monde, même trop rapidement, 3 personnes, et après un mois et demi, il y avait plus personne. Pourtant j'ai fait des vidéos, mais déjà j'ai mal recruté, donc ça il faut bien le faire. J'avais peut-être aussi mes pensées limitantes qui dit que je toujours dit que j'étais un mauvais manager, ce qui est faux. Fait que tout s'apprend, donc ça va rien dire. Donc moi-même je m'envoyais donc des cailloux, c'est pas correct. Et donc tu mets en place, alors peut-être que je me trompe du terme, tu mets en place des systèmes et des process. Comme ça, quand une personne vient, elles sont interchangeables. Tu peux donc demain, la personne arrive, t'as pas besoin de la reformer. Tu dis voilà, il y a des vidéos. Chez moi, je fais mon travail comme ça. Est-ce que toi tu peux récupérer ce que je fais? Et comme ça, donc ça coule plus vite et ça aide à manager et à faire rentrer des personnes dans ta structure. Parce que si souvent t'es un peu trop perfectionniste, tu veux que la personne fasse comme toi et malheureusement c'est compliqué, on est chacun différent, et en plus, tant qu'à faire, il faut savoir, donc, ce qu'on disait un peu avant, savoir déléguer, donc dire voilà, peut-être que ce sera pas mieux fait, mais au moins je vais récupérer du temps et je vais laisser faire ça par quelqu'un d'autre, et je vais avoir confiance. Donc là, j'ai parlé de plein de choses, mais bon, ce que j'ai souvent entendu, je pensais que c'était ça, quoi, donc ce qu'on appelle, ce que je croyais être SOP, c'est un terme anglais, mais Non, mais c'est possible que on l'appelle comme ça. Je t'avoue que je suis pas familière avec cet acronyme-là, mais oui, t'as raison. Là, le côté système, process, ressources, tout ça. Enfin, en gros, tous les éléments dont on a besoin pour réaliser une tâche, il faut pouvoir les documenter et les structurer au fur et à mesure qu'on avance dans son business, parce que du coup, quand on veut déléguer derrière, ça facilite les choses. Après, je pense qu'il faut aussi être conscient que le fait de déléguer dans un business, au début, ça prend plus de temps que ça n'en fait gagner. Même quand on a beaucoup structuré les choses. Alors évidemment, plus on a structuré, plus on a documenté et plus on gagne de temps sur l'onboarding de nouvelles personnes. Mais il faut quand même pas négliger cette dimension onboarding. Il y a toujours du temps à passer avec la personne pour lui présenter les process, pour la guider un petit peu, la manière dont les choses sont organisées. Parce que malgré tout, la manière dont on va structurer l'information quand on est seul sur son entreprise, ça correspond à la manière dont on réfléchit soi. Donc nous, ça peut nous paraître logique la manière dont on va organiser l'information, et pour autant ce sera pas tant lisible que ça pour une personne extérieure. Donc il y a toujours en fait du temps à passer sur la partie onboarding, c'est hyper important. Mais oui, clairement, sans process, sans information structurée, sans ressources qu'on va mettre, qu'on va documenter au fur et à mesure, c'est hyper difficile de déléguer. Et donc ça fait partie des conseils que je donne régulièrement aux personnes avec qui je travaille, de commencer dès le début d'un business à structurer une organisation qui permettent derrière de déléguer plus facilement quand on arrive à ce stade-là. Oui, je vais juste reprendre comme ça que je pense que certains connaissaient et d'autres ne connaissaient pas. Donc le terme français, c'est procédure opérationnelle permanente ou gestion de procédure opérationnelle normalisée, enfin SOP. Et le terme en anglais, je ne l'ai pas. Je l'ai demandé à Google, mais il me l'a pas dit. Mais bon, voilà, pour pas que je me perde dans mes idées. Donc voilà. Je mettrai un lien vers la Wikipédia. Donc parfait, donc déjà plein d'informations. Donc là on était plus sur l'organisation. Et donc on va revenir un peu sur la procrastination, parce que j'écoute souvent des podcasts anglo-saxons et j'ai été sur ton podcast, j'ai vu que tu parlais de ça, donc peut-être me développer un peu ça. Moi je l'ai appris il y a 2-3 mois, j'ai écouté le podcast je le sais souvent, mais donc de Lewis Howe, qui a un podcast donc qui est pas mal, et il parlait donc de la méthode des 5 secondes de Mel Robbins, et j'ai vu que tu parlais de ça. Est-ce que ça c'est une technique, parce que moi je le fais, mais bon, j'ai pas que j'ai des problèmes de discipline, mais j'avais pas de problème par rapport à ça, mais je le fais. Bon, est-ce que tu as d'autres techniques comme ça? Déjà, explique-nous c'est quoi déjà la technique de Mel Robinson? Est-ce qu'elle fonctionne? Et est-ce que tu en as d'autres comme ça pour ceux qui procrastinent?
Yes, donc la règle des 5 secondes de Mel Robbins est une règle très très simple. En gros, l'idée c'est de dire quand on sait qu'on devrait faire quelque chose ou quand on a une idée de choses qu'on devrait faire ou qu'on voudrait faire, c'est de lancer un compte à rebours dans sa tête de 5 jusqu'à 1 et avant la fin du compte à rebours d'avoir agi sur cette idée ou sur ce truc. Je vous donne un exemple un peu de la vie quotidienne, mais c'est typiquement je suis dans mon fauteuil en train de rien faire, de scroller sur mon téléphone et je me dis il faudrait que j'aille faire la vaisselle ou descendre les poubelles. Évidemment, c'est pas le genre de truc qui fait vibrer, donc on a la flemme de le faire. Et donc au moment où on se dit il faudrait que je fasse ça, je lance le compte à rebours et avant la fin du compte à rebours, j'ai levé mes fesses du canapé et j'ai commencé l'action de faire les choses. Ça marche pour les trucs du quotidien et ça marche aussi évidemment pour toute la partie business. Donc ça peut être par exemple il faudrait que je publie des stories sur Instagram mais j'ai peur de montrer ma tête ou quoi que ce soit. Et en fait on lance le compte à rebours et on le fait. Le principe de la règle, c'est de dire que en gros, 5 secondes, c'est plus ou moins le temps que met notre cerveau à nous donner des injonctions contraires à ce qu'on voudrait ou à ce qu'on devrait faire. Donc c'est le temps que met notre cerveau à nous trouver plein d'excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Et du coup, l'objectif, c'est de court-circuiter notre cerveau, de pas lui laisser le temps de se mettre en mode objection et du coup d'agir avant que notre cerveau ne nous décourage sur l'action. Moi, je trouve que c'est une règle qui marche super bien. C'est une règle qui est assez simple à comprendre. Enfin, je veux dire, il y a rien de très compliqué. C'est pas du tout une usine à gaz. C'est pas un système super complexe avec plein de rouages et tout. Je trouve que c'est une règle qui marche super bien. J'ai beaucoup de coachés qui l'utilisent et qui ont des résultats hyper chouettes avec cette règle. Moi-même, je l'utilise de temps en temps quand je suis confrontée à des choses que j'ai pas du tout envie de faire, genre la compta par exemple. Mais du coup, c'est typiquement le genre de règle qui marche bien. Après, sur comment est-ce que quelles autres techniques on peut utiliser. En fait, les techniques qu'on va utiliser pour sortir de la procrastination dépendent un peu de la personnalité de la personne. En fait, on procrastine tous plus ou moins, mais on procrastine généralement avec des raisons différentes. Donc, il y a 6 grands types de profils de procrastination qu'on peut distinguer, et du coup, on va généralement essayer d'identifier le profil de procrastination de la personne. Et c'est pour ça aussi, comme tu disais, que c'est du sur-mesure et que personnellement, j'accompagne de manière individuelle parce qu'en fait, on a besoin de prendre en compte l'individualité pour pouvoir mieux s'organiser et pour réussir à arrêter de procrastiner. Donc du coup, on va essayer de comprendre quelle est la mécanique derrière la procrastination et du coup de trouver une méthode qui corresponde à cette mécanique. Je te donne un exemple concret. Par exemple, il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils sont perfectionnistes. Donc soit ils vont procrastiner parce que le résultat qu'ils veulent obtenir est tellement incroyable dans leur tête qu'ils vont pas se sentir à la hauteur et du coup ils sont découragés avant même de commencer. Soit ils vont procrastiner au sens où ils vont passer énormément de temps sur des tout petits détails et du coup négliger d'autres choses qui devraient être faites à la place. Et donc du coup ça c'est typiquement des mécaniques sur lesquelles on va travailler de manière particulière et de manière individuelle pour réussir à sortir de la procrastination, sachant que je précise quand même que la procrastination, on n'en sort jamais complètement, c'est quasiment impossible d'arrêter de procrastiner totalement. L'objectif, c'est plutôt d'éviter de procrastiner sur des choses qui sont importantes pour nous et de faire en sorte que la procrastination soit pas un frein dans nos projets et dans notre épanouissement. Et donc, dans les cités, donc, t'as parlé du perfectionniste, est-ce que tu peux citer d'autres? Ouais, donc il y a le perfectionniste, il y a le rêveur, je les ai pas tous en tête là. Il y a le perfectionniste, le rêveur, celui qui veut faire plaisir. Donc celui qui sait pas dire non en fin de compte. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Donc on reboucle sur le côté apprendre à dire non. Et puis il y en a 3 autres, je pourrais te les donner pour les mettre dans la description de l'épisode. Là, je t'avoue qu'ils m'échappent. Je vais continuer un peu sur cet esprit-là, parce que moi aussi j'utilise la méthode de Mel Robbins, même si je l'ai pas utilisée partout. Bizarrement, je l'utilise quasiment que quand je fais les douches froides, mais bon, vu que j'étais habitué à le faire, donc en fin de compte je le fais, mais je sais pas si ça m'aide réellement, parce que j'ai l'habitude de le faire depuis 2-3 ans, je fais mes douches froides, donc j'y vais, par habitude j'y vais naturellement, mais bon, des fois j'ai pas envie. Mais après, il faudrait que je peut-être l'utilise sur d'autres actions, pour voir si ça marche. J'ai eu une question, donc là on va tourner un peu autour de la procrastination et de la discipline. Est-ce qu'il faut... j'ai toujours une question, parce que moi j'ai toujours aimé bosser d'une traite, parce que j'aime pas prendre des pauses.
J'écoutais un podcast encore dernièrement, il me dit non, bosser comme ça n'a pas de sens, on n'est pas effectif quand on bosse, notre cerveau, il marche pas comme ça, faut prendre des pauses toutes les 2 heures. Enfin, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Et donc, dernièrement, je me suis habitué à prendre des pauses. Bon, je trouve que c'est pas mal, mais des fois, les pauses, tu les prolonges. Est-ce que, pour toi, pour être efficace, les pauses sont bien ou est-ce qu'il faut éviter de les prendre? Ça, selon la nature, entre parenthèses, parce que moi, j'ai toujours aimé, des fois, prendre 7 heures, je commençais, je m'arrêtais pas jusqu'à 18 heures sans manger, voilà, je bossais. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça me paraît beaucoup 7h à 18h sans manger et Je sans faire précise que de moi, je pause. fais le jeûne et que Par contre, j'arrive facilement à ne pas manger. Mais après, ça va pas. Mais en général, est-ce que tu fais yes. une généralité, t'as connu des gens, est-ce qu'il y a des études qui disent que, bah, il faut s'arrêter, et pour le cerveau, Mais en fait, t'as autant de théories sur les pauses. Je pense qu'il y a 2 personnes qui en parlent, au sens où, par exemple, si tu prends par exemple la technique ouais, Pomodoro. Donc le principe de la technique Pomodoro, c'est de dire, je me concentre pendant 25 minutes sur une tâche, je fais une pause de 5 minutes, et tous les 5 cycles de 30 minutes, donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, je prends une pause plus longue. En fait, en soi, du coup, c'est un peu déjà une théorie de la pause, entre guillemets, de dire il faudrait faire une pause toutes les 25 ben minutes. ça, c'est pour moi Puis l'une des plus après, connues et j'avoue que, toutes les heures et demes, toutes les heures et demes. ouais, c'est l'une des Et plus ça, en connues, je fait, trouve que bah, tout le monde dit que c'est bien, donc moi, je vais pas aller contre, hein. Donc, est-ce que, donc, c'est les gens qui sont peut-être un peu comme moi des fois, peut-être se trompent et devraient essayer la méthode Pomodoro? Ça, je voulais dire en fin de compte. en fait, pour moi, il y a pas de bonne, enfin, tu vois, il y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que toi, peut-être que enfin, tu vois, ta durée de concentration optimale, c'est pas 25 minutes. Je sais que personnellement, c'est pas du tout 25 minutes ma durée de concentration optimale. Si je me mets dans une tâche pendant 25 minutes, en fait, à 25 minutes, je suis juste frustrée de prendre une pause parce que je suis dans mon D'accord, ouais. flow Ok, et tu me que rassures. j'ai juste envie de continuer. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose d'hyper personnel et c'est plutôt une question de réussir à s'observer, de comprendre ses propres limites et de se dire, ok, là, je sens qu'au bout de 3 heures de deep work, je commence un peu à tirer sur la corde et à m'essouffler. Peut-être que c'est le moment de prendre une pause, de m'étirer, de bouger un tout petit peu de ma chaise, d'aller me faire un thé et de revenir. Mais ça, c'est hyper personnel, en fait. J'ai envie de te dire, il y a pas de vérité absolue. Après, c'est sûr que si la capacité de concentration c'est 10 minutes, c'est un peu maigre et qu'il y a probablement quelque chose à faire pour muscler sa concentration et pour réussir à avoir des périodes de concentration un peu plus longues, parce que clairement en 10 minutes on fait pas grand chose et que du coup plus le temps de concentration est court et plus c'est difficile d'avancer efficacement, quoi. D'accord. Bah, j'avais déjà entendu ça, mais comment tu fais pour muscler ta concentration? Est-ce que tu as une technique pour muscler ta concentration? Bah, c'est de s'entraîner en fait, tout simplement à dire ok, bah enfin tu vois, un peu comme un running, quoi. Ah, de C'est-à-dire que pousser tes limites, quoi. quand tu commences bah ouais, c'est-à-dire que quand tu commences, alors je suis pas du tout sportive, donc je suis peut-être pas la meilleure personne, la personne la mieux placée pour parler comme ça, mais globalement, de ce que je comprends, quand on commence à courir, à faire des footings, tu vas pas commencer en disant je vais courir 15 km. Tu dis ok, si vraiment t'as zéro forme physique, ce qui est mon cas, si je devais commencer à courir demain, probablement que je ferais d'abord ok, je fais le tour de mon pâté de maison une fois, et puis le deuxième jour 2 fois, et puis le troisième jour 3 fois, en augmentant peu à peu le palier qu'on se donne. Bah en fait la concentration c'est pareil, c'est vraiment une question d'entraînement et de muscles. Et après il y a évidemment un levier qu'on peut utiliser, ce qui est la méditation. La méditation c'est une forme d'entraînement entre guillemets pour la concentration, et donc ça peut être quelque chose d'utile à utiliser quand on a envie de muscler sa concentration. D'accord. Qu'est-ce que viendrait faire tout ça, donc la discipline? Est-ce que donc pareil, parce ça rentre un peu dans tout ça, hein. Quand la discipline dans tout ça, comment tu la travailles? Est-ce que on est malheureusement à la naissance, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Comment tu fais selon les personnes que tu coaches pour travailler sur leur discipline? Alors je pense que on ne naît pas forcément avec une discipline différente. En tout cas, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de 100% inné. Je pense qu'il y a beaucoup d'acquis dans la discipline. Je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont on a été éduqué, de la manière de nos différentes expériences, etc. Et donc du coup, évidemment, le niveau de discipline n'est pas du tout le même en fonction des personnes. Je dirais que ça va personnellement dans mes clients, j'ai des personnes qui ont un niveau de discipline
que moi je considère comme pas très élevé, donc qui vont avoir vraiment du mal à se discipliner, à être réguliers dans leurs actions, etc. Et puis à l'inverse, j'ai des gens qui ont un niveau de discipline presque trop élevé et qui du coup qui se mettent presque trop de pression, et c'est ça qui les bloque en fait, le fait de se mettre trop de pression, de vouloir trop faire, de vouloir être trop discipliné, de vouloir trop tout contrôler. Bah en fait c'est ça qui représente un problème. Donc je pense que la discipline c'est un ingrédient qui est indispensable, c'est-à-dire qu'à un moment alors je prône pas du tout le côté genre il faut souffrir pour réussir quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais par contre à mon avis la discipline c'est important. Je dirais que pour moi, ce qui est important, c'est la discipline au sens de la persévérance. À un moment, on peut pas avancer sans se confronter à des choses qu'on n'aime pas faire, sans se confronter à des actions qui nous font pas spécialement plaisir. Il y aura toujours, même quand on est entrepreneur, des sujets sur lesquels on n'a pas forcément envie de travailler, et pour autant qui sont nécessaires et qui sont essentiels. Et en fait, je dirais que c'est ça le plus important, c'est de réussir à trouver le courage de se confronter à ces trucs-là. Et pour moi, c'est ça la discipline. Et on parlait de la règle des 5 secondes, bah typiquement, je trouve que c'est une méthode assez simple pour muscler sa discipline, c'est de dire bah j'ai pas envie de le faire, c'est pas grave, je mets en route le compte à rebours et je le fais quand même. C'est le côté genre j'arrache le sparadrap quoi, tu vois. Ça demande un petit peu de courage, c'est pas très agréable. Il y a plein de moments dans la vie qui sont pas agréables, mais je dirais qu'ils sont aussi nécessaires, ces moments pour pouvoir avancer, puis aussi pour apprécier les moments où justement on est en pur kiff dans son business ou ailleurs quoi. Ok. Il y a 2 autres questions qui vont un peu suivre avec ça. Est-ce que tu as des routines matinales, ou est-ce que tu conseilles à tes coachés des routines matinales? Alors c'est pas du tout systématique que je conseille à mes coachés des routines matinales, parce que je considère que c'est pas forcément un ingrédient essentiel pour avancer. Pour moi, l'ingrédient essentiel en termes de routine que évidemment je vais conseiller à tous mes coachés, c'est plutôt de mettre en place des petites routines d'organisation, mais qui sont pas nécessairement le matin. Ça peut aussi être le soir avant de quitter le taf par exemple. Moi personnellement, j'ai une petite routine matinale qui est très light, hein, parce que j'ai pas forcément une envie de passer 3 heures le matin à faire plein de trucs différents. Donc déjà, je mets pas de réveil le matin. En tout cas, c'est très rare que je mette un réveil le matin. Je laisse mon corps dormir tant qu'il en a envie. Et pour autant, généralement, je suis levée, on va dire, entre 6h30 et 7h30. Et quand je me lève, donc je me prépare, je vais faire quelques étirements histoire de réveiller mon corps. Et après, le seul truc sur lequel je suis vraiment intransigeante avec moi-même, c'est la lecture. Je passe toujours au moins entre un quart d'heure et 1 heure à lire le matin. C'est un peu mon petit déjeuner de l'esprit. Et ça me permet du coup évidemment de lire des livres autour de l'organisation, la productivité, parce qu'on apprend toujours sur le sujet, même après plusieurs années d'expérience à tourner autour de ces questions-là. Je vais aussi potentiellement me former, lire des choses autour de l'entrepreneuriat, du business, pour pouvoir faire avancer ma propre entreprise. Voilà, donc pour moi c'est hyper important de prendre ce temps d'inspiration le matin, et souvent à la suite de ce temps d'inspiration, je vais écrire. Alors écrire pour le podcast, je vais pouvoir écrire des emails par exemple, des emails au sens newsletter, des choses que j'ai envie de partager avec mes abonnés. Puisque généralement le fait de lire, ça va enclencher entre guillemets le processus dans mon cerveau de une idée, et du coup je vais essayer de poser généralement ces idées en écrivant après la partie lecture. D'accord. Dernière question, enfin quand j'aurais pu te poser avant, mais je la retrouve là. Est-ce que tu conseilles aussi donc les to-do list ou non? Très clairement, je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut faire sans to-do list. Alors to-do list c'est très large, hein, ça peut prendre plein de formes différentes, mais la to-do list ça a quand même l'avantage de dessiner la route de ta journée, quoi, de savoir un peu ce que tu veux faire dans la journée. Si on parle d'une to-do list à la journée, ça permet aussi de vider son cerveau, d'éviter d'avoir toutes ces tâches qui vont tourner en boucle et on sait pas, et voilà, et ça encombre le cerveau et c'est de la charge mentale. Une fois qu'elles sont sur papier, ça permet quand même de décharger son cerveau. Pour moi, la to-do list, c'est vraiment un outil pareil, hein, c'est un peu le b.a-ba de l'organisation. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui, au final, repartent en ayant simplement mis en place une to-do list et à qui ça convient très bien. D'ailleurs, il y a un épisode de Bye Bye Procrastination que j'avais fait autour de la to-do list. Donc, c'est quel si épisode? ça vous intéresse d'aller voir...
Je crois que c'est 4 erreurs à ne pas faire pour faire une to-do list efficace. Bah, je mettrai le lien. Ça doit être un truc comme ça, je te donnerai le lien. Mais du coup, oui, pour moi, la to-do list, c'est l'essentiel. En fait, après, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire qu'une to-do list où tu réfléchis pas vraiment à ce que tu veux faire, tu la priorises pas, etc. C'est pas forcément ultra utile. Mais par contre, c'est pour moi essentiel d'avoir une to-do list. Après, il faut réussir à faire une bonne to-do list et c'est un peu ça l'art de la to-do list. Il faut réussir à trouver la bonne formule pour que ça marche pour soi. Je suis bien content de ne pas avoir oublié de te poser la question parce qu'elle était au tout début, mais j'ai fait un saut parce qu'on est passé sur autre chose. Donc, parfait. Je pense que tu as donné plein d'informations. Donc, je pose toujours 5 questions à la fin donc à tous mes invités. Donc, ça fait 4-5 ans que tu es sur ce business-là. Est-ce qu'il y a un autre business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Alors j'ai plein de passions, donc potentiellement plein d'idées de business qui vont derrière. Je pense que si je devais refaire un business différent de celui que j'ai aujourd'hui, ce serait probablement quelque chose de créatif. Donc peut-être, je sais pas, genre tatoueuse par exemple, ou ce genre de truc. Ou alors un projet autour du sexe positif qui est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est quoi le sexe positif? Du coup, plein de passions, donc plein d'idées de business potentiellement. C'est le fait d'avoir une sexualité épanouie, réussir à communiquer avec son partenaire. Enfin voilà, c'est la sexualité positive, qui est un sujet hyper intéressant. Donc voilà, donc du coup plein de passions, donc plein d'idées de business potentiellement. Quelle est donc ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur, si bien sûr t'investis? Alors j'investis pas spécialement, mais par contre donc en 5 ans d'entrepreneuriat j'ai vécu plein de belles expériences. Je pourrais te citer par exemple la campagne de crowdfunding que j'ai fait au début quand j'ai lancé un produit, ou alors le lancement du podcast Bye Bye Procrastination l'année dernière, parce que ça a quand même été un gros highlight en 2021. Mais clairement pour moi les premières expériences, alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes et tu me diras probablement que toutes les personnes que tu reçois dans ton podcast et qui sont coachs te répondent la même chose, mais pour moi, les meilleures expériences, c'est quand, en gros, je reçois un feedback d'un client ou d'un auditeur ou d'une auditrice du podcast et qui me dit, ce que tu m'as partagé, les discussions qu'on a eues, les échanges qu'on a eus, ça a fait une différence dans ma vie. Et tu vois, la dernière fois, j'ai reçu un message d'une auditrice du podcast qui me disait que depuis qu'elle avait commencé à s'organiser, elle se redécouvrait, qu'elle redécouvrait son potentiel, qu'elle avait l'impression de reprendre son souffle et de redécouvrir son potentiel. Et en fait, c'est exactement pour ça que je fais mon métier, parce que je pense que l'organisation et la gestion du temps, c'est des leviers hyper puissants pour justement développer son potentiel et le dévoiler. Pour moi, c'est clairement ce qui sépare les idées de la réalité. En fait, tu peux avoir plein d'idées si t'as aucune organisation et aucun plan pour réussir à les amener dans la réalité, ça marche pas. Donc pour moi, c'est un levier essentiel et c'est exactement pour ça que je fais mon métier, pour permettre aux personnes que j'accompagne de s'épanouir et de dévoiler leur potentiel. Donc, généralement, je travaille avec des entrepreneurs, donc c'est aussi leur permettre d'avoir de la liberté dans leur business, de kiffer l'entrepreneuriat, mais de manière générale, si je remonte encore un petit peu plus haut, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, parce que moi certains à son niveau, on a donc des fois des retours, donc moi j'ai pas souvent beaucoup de retours de mon audience, et là c'est même pas dû à l'audience, c'est par rapport au livre. Encore le livre, j'en vends très peu, mais je suis quand même content. Et j'ai eu une personne qui est venue me contacter sur LinkedIn, me dire merci pour le livre, je vais créer plusieurs podcasts. J'ai dit, vous êtes sûr? Un seul? Non, plusieurs. Donc j'étais surpris, parce qu'en général on vient me contacter sur mon mail. Et là, la personne a fait le chemin de venir sur mon LinkedIn, me contacter, discuter. J'étais vraiment content, parce que c'est vrai qu'on est là des fois solo, on crée du contenu, on n'a pas beaucoup de retours, malheureusement. Et donc d'avoir au moins un retour, parce qu'on fait du travail un peu dans le vide des fois. Plus gratuitement souvent, et donc d'avoir des retours, c'est vrai que c'est pas cliché, non, je pense qu'il y a rien de mieux quand on fait du contenu et quand on essaie de donner de la valeur aux gens, d'avoir juste même un petit merci ou un compliment, c'est quand même pas mal. Donc non, je te confirme, c'est pas mal. Yes, et donc du coup, juste pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer des petits messages aux personnes qui vous inspirent, que ce soit sur Instagram, sur les podcasts, etc. Je sais que ça peut paraître être un effort, mais vraiment il n'y a rien de plus motivant pour les gens qui créent du contenu pour vous, en fait, de recevoir ça. Et pour la petite anecdote, personnellement j'ai
ce que j'appelle un mur de motivation. Donc en fait, je vais faire des screenshots tu vois, des feedbacks, des petits messages que les gens m'envoient et je les compile quelque part. Et comme ça, les jours où je me sens un petit peu moins bien, où je perds le fil de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, bah je retourne sur ce mur d'inspiration, sur ce mur de motivation. Et c'est vraiment un énorme coup de boost pour repartir et pour comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Parce qu'en fait, ce que je fais, ça aide les gens. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer dans mon Je vais te travail. copier alors. Je vais prendre le mur d'inspiration. C'est une très très bonne idée. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? On en parlait tout à l'heure sur le côté discipline, persévérance, etc. Pour moi, ce qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, c'est du courage. Alors je te parle pas du courage de genre en mode on va révolutionner le monde, on fait des trucs un peu grandiloquents, mais plutôt le courage de tous les jours, tu vois, c'est-à-dire le courage de sortir du lit, le courage de passer à l'action au quotidien, même quand des fois t'as pas confiance, le courage de faire face aux difficultés, parce que quand on est entrepreneur, on est confronté à des difficultés qui peuvent varier, mais il y a toujours des petits moments un peu plus difficiles. Le courage de changer les choses dans son business pour le faire évoluer et de changer les choses dans sa vie de manière générale. Voilà, en fait pour moi, je dirais de manière générale, on parle de l'entrepreneuriat, mais je dirais de manière plus large, pour réussir à s'épanouir, je pense qu'il faut avoir le courage de faire des choix, avoir le courage de s'y tenir, avoir le courage d'agir. Et l'entrepreneuriat, c'est super excitant. Enfin, personnellement, je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je suis entrepreneur. Mais c'est aussi une aventure un peu flippante. Il y a plein de moments où ça peut faire un peu peur. Donc ouais, je dirais pour devenir entrepreneur, il faut avoir le petit courage de tous les jours qui permet d'avancer au quotidien. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, le livre que je conseillerais, je pense que ce serait The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom, mais on va dire que oui. Donc en gros, c'est un livre autour, évidemment, qui parle d'organisation et qui parle de priorité, plus particulièrement. Et en fait, c'est un livre dans lequel donc les auteurs disent pour réussir, il faut se concentrer sur une chose à la fois. Alors évidemment, ça peut paraître un peu radical, mais du coup, je trouve que c'est cette radicalité aussi qui est inspirante. Et le livre, je trouve, est assez inspirant, assez pragmatique aussi, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie, c'est assez pratique. Et je trouve que c'est un livre qui décrit bien la mécanique de domino en fait dans l'organisation. Le côté je fais une petite tâche qui va contribuer à un objectif un peu plus gros, qui va contribuer à un objectif un peu plus gros, et derrière potentiellement je fais un énorme changement. Et du coup c'est ça que je trouve inspirant dans ce bouquin. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Je pense que si je devais avoir, alors je sais pas si c'est une compétence, c'est plutôt une espèce de pouvoir, mais du coup si je devais avoir un pouvoir, ce serait de pouvoir faire, je sais pas si ça te parlera, mais le multiclonage de Naruto. Tu vois, c'est le moment où Naruto, qui est un personnage de manga, se clone et se multiplie en 30, 50, 60, je ne sais pas combien il en fait. Mais du coup, moi, ce serait ça. Comme ça, ça me permettrait de laisser mes clones faire tous les trucs qui me font pas vibrer dans mon business et ailleurs. Genre la compta, on en parlait tout à l'heure. Et puis du coup, moi, de me concentrer sur ma zone de génie et de pas avoir du tout à passer du temps et de l'énergie, en fait, sur tous ces trucs qui sont... Merci pour ce dernier concept, parce que mon fils arrête pas de lire, il a plein de Naruto. Il dort avec une pile de 10-15 livres. Il arrête pas de les enchaîner. Et donc, je vais le surprendre en essayant de sortir ce que tu viens de dire, à voir s'il me dit, mais comment tu sais ça? Donc voilà, je vais dire. La question est de savoir, est-ce que du coup, ça veut dire que j'ai l'âge mental de ton fils? Non, mais il est très futé, donc non, je te rassure, c'est un petit génie. Non, mais je rigole. Moi, je rigole, c'est 100% non, on en rigole, mais je dis souvent aussi, moi, hier, j'ai avoir 46 ans, mais j'ai dit souvent à mon fils, j'ai la vingtaine. Donc, dans mon esprit, faut rester jeune. Donc, t'as raison de faire cette blague-là, mais non. Je dis bien aux gens, voilà, faut rester jeune. Et donc, et là, en plus, on s'est tapé tout le mois et demi de Goldorak et Sarah. Donc, pour te dire. Et j'ai regardé avec eux. Donc, voilà. Donc, non, ça sera un autre sujet. Voilà, tu vois, tu m'as trouvé un autre sujet de podcast pour rester enfant, rester jeune. Être pro, mais rester jeune. Donc, Claire, grand merci. Je mettrai donc tous les liens donc vers les différents épisodes que tu nous as cités. On n'a pas parlé d'outils, mais bon, je pense que les gens iront donc sur ton site, Bye Bye Procrastination. Et en espérant aussi que bientôt tu sors un livre, parce que c'est vrai que t'as tellement d'infos à dire, t'as les podcasts qui marchent bien, donc t'as pas eu de proposition de livre ou t'as pas envie d'écrire un livre, ou c'est pas ton truc?
Non, pas encore. C'est pas mon focus pour l'instant. Ça pourrait arriver puisque j'adore écrire, mais pour l'instant, c'est pas mon focus. Donc, du coup, si vous voulez profiter de mes conseils, pas dans un livre, vous pouvez aller sur le podcast Bye Bye Procrastination ou sur mon site Ok, The Minimal bon, Plan. je te dis à bientôt. Merci beaucoup Thierry pour ciao. l'invitation. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.